Excellent. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour et bienvenue. Mon nom est Nathalie de Paro. Je suis la coordinatrice pour le sud-ouest de l'Ontario. Paro est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'appuyer l'entrepreneuriat féminin en Ontario, mais aussi dans maintenant d'autres provinces canadiennes. Nous offrons des services de coaching et de support en plus de vous donner un accès à du financement. Notre programme le plus important, disons, c'est les cercles de Paro qui vous donnent accès à des montants, 4 niveaux de financement. Des montants, on parle de 1 000 à jusqu'à 5 000 Et avec Paro et WeHawk, on vous offre également accès à des prêts, du financement des prêts allant jusqu'à 50 000 Donc, et on fait bien d'autres choses, mais en gros, c'est un peu notre focus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Diana Ombré qui va nous partager avec nous des stratégies de crowdfunding grâce aux réseaux sociaux. Diana, je te passe la parole, je te donne la parole. Merci beaucoup Nathalie et merci à toutes celles qui sont venues ce soir. Je reconnais déjà quelques hâtes qui sont dans les participants, donc ça me fait plaisir. Donc sans plus tarder, je vais partager ma présentation et je vais aussi vous parler un peu de qui je suis. Donc, de la vidéo. Est-ce que je peux avoir le droit de partager mon écran? Je n'ai pas le droit. Oh, si, je vois, pardon. Parfait. Donc, bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de développer une stratégie de crowdfunding grâce aux réseaux sociaux. Donc, avant qu'on rentre vraiment dans le fil du sujet, à savoir c'est quoi le crowdfunding, comment on peut utiliser les réseaux sociaux à notre avantage à ce niveau-là, je vais peut-être faire une petite présentation de qui je suis. Mon nom est Diana Ombé. Je suis la fondatrice de l'agence Christelle, qui est une agence de marketing digital spécialisée pour les entreprises et les OBNL francophones en milieu minoritaire. J'ai été nommée l'une des 100 femmes noires à suivre au Canada en 2023 et je suis aussi coordonnatrice de la communication et du marketing pour CIPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Donc, après cette grosse et petite présentation de moi et d'un petit peu tout ce que je fais dans tous les domaines d'activité, rentrons un petit peu dans le vif du sujet de notre présentation du soir. Donc, avant toute chose, quand on parle de crowdfunding, ce serait d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est, ou en tout cas, essayons de lui donner une définition. Donc, selon le ministère de l'Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, je sais, c'est un très long nom, le financement participatif ou crowdfunding désigne un échange de fonds entre individus en dehors du circuit financier institutionnel. Donc ça, c'est une très belle définition que j'ai trouvée assez académique. Mais tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le financement participatif, en fait, permet de mettre en contact des financeurs et des porteurs de projets. Ici, l'objectif est de récolter des fonds sous forme de petits montants, c'est-à-dire des montants qui sont souvent un peu plus faibles que ce que l'on pourra avoir avec des institutions plus classiques de financement en vue de créer un projet, que ce soit créatif, entrepreneurial ou même social. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre dans le financement participatif, c'est que les dons peuvent prendre plusieurs formes. C'est-à-dire, on peut décider de faire un financement participatif sous forme de dons. C'est-à-dire, il n'y a donc pas de rétribution vis-à-vis des personnes qui ont investi dans notre projet. Le deuxième format, ici, ça peut être sous forme de prêt. Donc, tout prêt, vous devriez rembourser les personnes qui vous ont prêté la somme, souvent à hauteur d'un certain pourcentage. Et enfin, on peut voir aussi le financement participatif sous forme d'investissement. Donc, les personnes qui vont faire un don à votre compagnie deviennent des mini-actionnaires de l'entreprise, ce qui va aussi changer un petit peu la dynamique dépendamment qu'on choisisse de le faire sous forme de don, de prêt ou d'investissement, parce qu'il y a une certaine redevabilité qui va changer. Et on va le voir au fur et à mesure de cette présentation. Donc, maintenant qu'on a un peu dressé la table et qu'on comprend un petit peu ici, c'est quoi le crowdfunding ou le financement participatif qu'on va essayer ensemble d'étudier, passons à la prochaine étape qui est savoir 5 critères pour bien choisir sa plateforme de crowdfunding. Et ça va nous être très utile lorsque, dans la dernière étape, on passera au travers d'une stratégie beaucoup plus complète pour établir vraiment notre financement participatif sur les réseaux sociaux. Mais comment bien choisir la plateforme?
De manière générale, il existe plusieurs plateformes de crowdfunding sur le marché. L'une des plus connues qu'on connaît tous, ça peut être GoFundMe sur laquelle on peut aller. On peut retrouver des plateformes un peu plus développées comme Ulule, Kickstarter, ou il existe même des plateformes qui ont été mises en place par des institutions pour nous aider. Mais maintenant, comment choisir la mieux adaptée à notre projet ou à l'idée que l'on a? Est-ce qu'il faudrait qu'on aille vers les plateformes dites générales, c'est-à-dire où tout le monde y est, ou est-ce que ça serait peut-être mieux des plateformes plus spécialisées à votre industrie ou à votre projet? Et pour savoir ça, au final, c'est vous en fait qui avez le dernier mot à dire, mais il y a certains critères que vous pouvez prendre en considération pour vous aider dans ce processus-là. La première chose, ça serait de déterminer l'objectif de votre financement. Ici, en fait, le montant et l'objectif du financement doivent être mûrement réfléchis. Pourquoi est-ce que vous avez besoin des fonds qui vous sont donnés? À quoi est-ce qu'ils vont servir? Vous devez aussi savoir à quoi servira cette somme et si votre campagne aboutit. Et cela vous aidera aussi dans la conception un petit peu du texte de présentation de votre projet ou la création de votre campagne de communication autour de votre projet. Ainsi, en fait, lorsque vous déterminez un petit peu l'objectif de votre campagne, vous pourrez avoir une première orientation, soit vers, comme je le disais, des plateformes de financement participatif plus généralistes, qui ici vont s'intéresser à tous les publics et à tous les projets, soit vers des plateformes un peu plus spécifiques. Par exemple, pour des projets culturels, patrimoniaux, sociaux, environnementaux, vous pouvez ici aller sur des plateformes un peu plus spécifiques qui vous aident, par exemple, à la promotion de l'art et culture. Parce qu'aussi, les plateformes ont quelque chose à gagner lorsque vous mettez votre financement dessus. Les plateformes, dépendamment de leurs conditions, peuvent prendre un certain pourcentage sur l'ensemble des recettes que vous mettez en place ou peut demander aux personnes qui vont faire un don de payer certains frais pour l'usage de la plateforme. C'est comme ça aussi que la plateforme se met en place son écosystème. Et la plupart des plateformes de financement participatif peuvent vous proposer certains avantages pour vous aider à mieux accroître la visibilité de votre campagne, que ce soit au travers de la publicité payante qui peut vous dire que vous pouvez booster votre contenu ou encore la possibilité de discuter avec des experts de la plateforme pour voir comment un petit peu optimiser votre campagne sur celle-ci. Donc, en général, les plateformes généralistes, si vous choisissez d'opter pour cela, vont avoir une audience plus importante que les plateformes spécifiques. Donc ici, on va toucher quand même un peu tout le monde, c'est assez large. Cependant, ces dernières peuvent les plateformes spécifiques peuvent vous permettre en fait de toucher un public peut-être plus qualitatif et vous permettre en fait une meilleure croissance dans votre secteur d'activité. Donc, c'est des petites choses à prendre en considération, mais tout commence au départ en déterminant c'est quoi l'objectif de mon campagne et à quoi ça va me servir. Par la suite, c'est d'identifier le profil des internautes ou des contributeurs à qui vous allez parler. Donc, l'ambition et la nature de votre projet vont déterminer si vous vous adressez à une audience, que ce soit locale, nationale ou internationale. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un restaurant à Ottawa, a priori, votre public cible sera plus la population ottavienne. Donc, le plus possible pour vous, c'est de chercher des plateformes sur lesquelles vous savez, selon la zone géographique, les personnes utilisent le plus. C'est quoi qui leur permettent? Je vais prendre un exemple qui n'est pas très apprécié de tous parce que ça a quand même créé la controverse, mais durant les campagnes le convoi de la liberté qu'on a eu en, l'année dernière, globalement, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup passaient au travers du financement participatif, en fait, pour aider les camionneurs. Donc, il y a eu des plateformes très connues comme GoFundMe qui ont été utilisées jusqu'à ce que GoFundMe a dû se retirer par rapport à ça. Il y a eu même des plateformes américaines ou des plateformes beaucoup plus spécialisées pour des groupes d'extrême droite ou des groupes religieux spécifiques aux États-Unis qui ont fait des investissements et qui ne pouvaient pas être contrôlés par le gouvernement canadien. D'où le fait que le convoi de la liberté, malgré l'interdiction sur certaines plateformes, ont eu la possibilité de continuer leurs activités. Mais c'est ça, par exemple, je n'aurais pas dire un parfait exemple, mais c'est un exemple de comment bien connaître son public cible ou bien connaître sa plateforme peut être très bénéfique par rapport à votre produit. En revanche, par exemple, si vous lancez un nouveau produit, vos moyens doivent être à la hauteur de votre objectif. Donc, peut-être qu'au lieu de vous focaliser sur une campagne nationale, vous pouvez faire une campagne internationale. Par exemple, si vous avez un produit qui peut toucher une grande audience, qui n'est pas spécifique au public peut-être de la région dont vous êtes, peut-être opter sur des plateformes qui sont
plus généralistes ou ouvertes à tout ou qui ont une plus grande exposition internationale vous permettrait de mieux capitaliser et vraiment d'accroître en fait la portée de votre produit et peut-être toucher des publics que vous n'auriez pas pensé d'appelant, mais qui sont quand même utiles ou intéressés à venir près de vous. Le troisième critère qui est aussi bien à prendre en considération, c'est de sélectionner le type de crowdfunding pour votre projet. Donc, après avoir défini votre objectif de financement et votre cible, maintenant, vous devriez choisir le type de crowdfunding le mieux adapté à votre projet. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps sur cette partie-ci pour développer encore les notions que j'ai émises au départ, à savoir les types de crowdfunding. Donc, quand j'ai parlé au début, je vous ai dit que le crowdfunding ou le financement participatif peut prendre trois formes, à savoir les dons, les prêts ou l'investissement. Et donc, en fonction du type de financement que vous allez rechercher, il y aura certaines obligations à prendre en considération. Par exemple, si vous optez sur un financement participatif sous forme de dons, ici, avec ou sans contrepartie financière possible. L'idéal pour vous, en fait, ça sera de booster vos ventes au démarrage, au lancement. Ce type de financement ici peut être très idéal si vous choisissez de booster vos ventes au démarrage d'une entreprise, si vous souhaitez lancer un nouveau produit, si vous souhaitez par exemple crédibiliser votre démarche entrepreneuriale ou constituer en fait une communauté de clients au préalable. Donc, vous pouvez en fait demander ici aux gens de venir vous appuyer dans votre aventure sous forme de financement au niveau des dons. Ça peut être aussi très utile si vous avez par exemple un projet un peu plus d'ordre communautaire. Donc, le groupe qui m'intéressait, c'est, je ne veux pas faire, je crois que c'est Bâtiment 13 à Montréal ou quelque chose avec 13 à Montréal, je ne veux pas vraiment faire une erreur au niveau du projet. Ça, par exemple, je crois, Bâtiment 13 à Montréal, c'est un projet communautaire participatif où ici, pour créer l'initiative en fait de ce hub où toute la communauté peut se retrouver, il y a vraiment un travail constant en faisant les financements ici vont être beaucoup plus des dons pour réaliser ce projet communautaire où les gens pourront non seulement avoir des espaces de vie, mais aussi avoir des espaces de travail communautaires où on peut tous se retrouver. Donc, par exemple, pour eux, s'ils faisaient du financement participatif, les dons font beaucoup plus de sens parce qu'ils ne peuvent pas vraiment rembourser quelque chose et leur projet n'a pas une visée de avoir un retour sur investissement. Donc, par exemple, s'ils devaient faire des campagnes de financement, ils diraient vraiment, ils joueraient un peu plus sur l'affect, sur l'émotionnel pour attirer le public au niveau de leur projet social. Donc, s'ils devaient choisir une plateforme de crowdfunding, les classiques GoFundMe seraient par exemple beaucoup plus utiles. C'est très connu en Amérique du Nord, ils pourraient y aller assez facilement. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui crée un projet dans la tech, les dons ne sont pas intéressants pour vous parce qu'il y a quand même un retour en investissement qui va se passer. Et les projets de la tech sont souvent beaucoup mieux s'ils sont pris sous forme soit d'investissement ou de prêt. Parce que là, les gens, non seulement, et peut-être dans le cas de la tech, je vais être beaucoup plus précise, je miserais beaucoup plus sur l'aspect d'un financement participatif sous forme d'investissement. Parce que l'avantage, c'est que les gens qui vont investir sur votre projet se disent, je vais faire partie d'une aventure. Vu que la tech, vous êtes sur quelque chose de très idéalisant, on va vers tel projet d'avenir. Actuellement, si on parle des rounds de financement dans les secteurs beaucoup plus traditionnels, ici, on voit vous parler des angel investing ou des banques, tous les projets qui sont liés à l'IA passent. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le pire projet qui peut ne pas être réalisé sur un plan de vue technique. Dès que vous mettez IA, ça va passer. Comme à un moment donné, on avait tous les projets qui étaient dans la crypto ou les NFT qui passaient un peu partout parce que c'était un petit peu la hype. Donc, à ce niveau-là, les gens, quand ils faisaient des investissements dans ces entreprises, pour eux, ils se disaient, moi, je vais quand même participer au modelage de cette industrie-là. Je vais être un leader sur ce marché. Donc, si par exemple, vous avez une entreprise de ce style-là, peut-être proposer des investissements sont beaucoup plus intéressants et le marketer de telle sorte vous aiderait. Et si par exemple, vous choisissez de faire des financements sous forme d'investissement, effectivement, aller sur des plateformes plus spécialisées sont mieux adaptées pour vous. Parce que, pourquoi? Les plateformes généralistes, on revient à la base. C'est très bien pour avoir beaucoup de vues. Mais est-ce qu'elles vous aident à toucher des personnes qui ont forcément le cash dont vous aurez besoin? Quand je retourne toujours avec l'exemple de la tech, parce que je trouve que c'est toujours l'industrie la plus belle pour voir
cette réalisation-là, c'est qu'on parle généralement dans la tech en termes de ce qu'ils appellent des rounds of funding, c'est-à-dire des rondes de financement. On est sur des projets à plusieurs millions. Oui, il y a souvent des bases institutionnelles, mais avant même d'aller voir les acteurs institutionnels, la plupart de ces startups-là vont commencer par des tours de financement au niveau communautaire pour dire, écoutez, on a eu 2 millions qui nous sont apportés par des investisseurs participatifs locaux et communautaires. Ce que ça montre en fait aux investisseurs classiques, c'est qu'ils se disent, ah, il y a une communauté derrière, il y a une mission. Parce que de nos jours, les gens veulent plus investir sur des missions, sur des visions, sur des projets vraiment grands à long terme. Donc, je peux me permettre de faire un investissement dessus parce qu'ils ont quand même déjà réussi à faire un tour de financement et il y a un apport communautaire assez grand à l'intérieur. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et mises sur la table. Donc, le deuxième forme de financement participatif qui existe, c'est la forme de participatif sous forme de prêt. Donc, ici, les prêts peuvent être avec 100 ou avec intérêt. Et ça peut être des mini-bons, des obligations ou encore des royalties. Donc, ça, c'est des termes un peu plus techniques lorsqu'on parle de financement. Donc, des obligations, effectivement, là, on parle en fait de parts de marché. Ça représente plus de sens si votre entreprise est mise au niveau de la bourse. Mais je trouve que ça peut être très lourd à comprendre. Restons sur la notion de prêt la plus simple, à savoir avec ou sans intérêt. Donc, ce type de financement participatif permet de financer des dépenses qui sont non prises par les banques, comme par exemple les besoins en liquidité, des projets, par exemple, d'investissement immatériel. Donc, cet emprunt est sans garantie, ce qui veut dire que pour une personne qui fait ce type d'investissement, il n'y a pas forcément une garantie légale ou une protection légale à ce niveau-là et sans assurance. Donc, il n'y a pas une institution qui va vous back-up ou qui assure que le contributeur ne sera pas affecté, mais en même temps, ça peut être un gros avantage pour la personne ou le porteur de projet parce qu'il y a moins de restrictions légales et lui-même peut déterminer ça quoi, par exemple, le taux d'intérêt que je paierai aux personnes qui ont fait l'investissement. Donc, en revanche, il faut toujours justifier de la bonne santé financière de l'entreprise et de votre capacité d'endettement pour que les gens aient quand même cet aspect de confiance en vous et choisissent de vous faire des financements. Puis, on va revenir sur la partie dont j'avais parlé précédemment, à savoir les tours de financement sous forme d'investissement, ou ce qu'on appellera en anglais crowd equity. Donc, cette forme de financement participatif est plus particulièrement utilisée pour financer le développement d'un projet à caractère innovant ou un peu prisé par les investisseurs traditionnels ou très peu prisé par les investisseurs traditionnels plutôt, à savoir promotion immobilière, ouverture d'une succursale ou encore faire ce qu'on appelle boucler un tour, une ronde de financement, c'est-à-dire que vous avez eu des financements de différentes institutions, il vous manque un peu de liquidité, boum, vous choisissez de créer du financement participatif. Donc, elle implique par exemple l'ouverture du capital de l'entreprise à des futurs associés et ça implique aussi que vous connaissiez la valeur de votre entreprise. Là, on va rentrer sur des choses un petit peu plus techniques, à savoir comment vous justifiez un petit peu la somme ou l'estimation que vous faites de votre entreprise. Est-ce que c'est des projections faites par rapport à des entreprises qui se retrouvent dans votre industrie ou est-ce que c'est des projections faites par rapport à la quantité de produits, par exemple, que vous êtes capable de vendre sur 1 an ou votre projection sur 2, 3, 4 ans? Plein de choses rentrent au milieu, mais généralement dans le financement participatif, c'est pas comme dans le financement institutionnel où il y aura beaucoup de questions techniques. Ça se joue beaucoup plus à l'émotion, à l'affect, et c'est un petit peu comme ça que les gens vont bien choisir. Donc, c'était un petit peu cet aspect que je voulais détailler dans le critère à prendre aussi en considération lorsque vous choisissez un petit peu votre plateforme de crowdfunding. C'est de savoir, dépendamment de la nature du type de financement que j'aimerais recevoir, il peut y avoir des plateformes mieux appropriées pour l'un ou l'autre. Les dons, je vous conseillerais des plateformes de financement participatif général. Les prêts et les investissements, peut-être des plateformes plus spécialisées, vous permettraient de toucher un public cible beaucoup plus précis. Et aussi, ces plateformes-là, souvent, vous donnent des options de promotion et de visibilité qui peuvent être assez intéressantes. Donc,
Parmi les 2 critères qui nous restent à voir, on va parler d'évaluer la notoriété des plateformes. Donc, après que vous avez fait une évaluation un petit peu de vous et de votre projet, vous avez votre objectif, vous connaissez le type de financement que vous voulez, vous savez à quelle audience vous voulez parler, un peu comme dans une stratégie de communication et de marketing que je donnerais, c'est vous allez évaluer la notoriété de cette plateforme-là. Et pour évaluer la notoriété, vous pouvez les faire sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est regarder les statistiques de la plateforme. Ici, vous pouvez relever les statistiques liées à chacune des plateformes, comme le nombre de projets qui se trouvent, qui ont été financés ou qui ont atteint leur objectif sur cette plateforme-là. Le taux des réussites des campagnes, ici, en termes de taux de réussite pour vous, le taux de réussite peut être mesuré par la notoriété de ces campagnes-là, ceux qui ont atteint leurs objectifs, ainsi de suite. Vous pouvez aussi regarder les types de projets qui sont les plus représentés sur cette plateforme. Est-ce que vous remarquez un pattern que peut-être c'est des projets plus humanitaires ou des projets peut-être plus dans un secteur d'activité qui se représentent? Regardez aussi les audiences du site. Ça revient encore. Est-ce que leur audience correspond à votre public cible ou est-ce qu'elles sont différentes? La quantité des visiteurs et aussi la qualité de ces visiteurs-là. Quand je parle de quantité, est-ce qu'on a assez un trafic qui peut être intéressant pour vous, pour dire qu'il y aura un nombre assez suffisant de personnes qui pourront faire l'investissement? La qualité aussi, est-ce que c'est des personnes qui sont sérieuses? Est-ce que souvent ça peut être des groupes dans le marché noir? Vous ne voulez pas non plus que, surtout si vous avez un nouveau projet ou une entreprise qui vient d'arriver, vous ne voulez pas forcément être associé à des images ou des entreprises qui ne sont pas intéressantes. Est-ce que les sommes moyennes collectées représentent aussi la somme que vous souhaitez atteindre? Si vous vous rendez compte que, par exemple, les projets moyens, c'est des projets qui sur, je sais pas moi, 30 000 $, mais vous voulez du financement participatif à hauteur de 50 000. Peut-être que la plateforme n'est pas la mieux appropriée, peut-être qu'elle n'a pas les outils nécessaires pour gérer de grosses quantités ou de grosses sommes d'argent sur la plateforme, et ainsi de suite. Une autre manière, par exemple, pour évaluer la notoriété des plateformes, c'est de regarder les projets similaires. Ici, le nombre de projets similaires aux vôtres sur les différentes plateformes peut être un indicateur pertinent dans votre choix. Ici, c'est combien aboutit ou non à leur objectif. Si votre projet est innovant, par exemple, y a-t-il des projets similaires ou proches? Si oui, à quelle hauteur de financement? Quel a été le nombre de contributeurs? À quel moment l'objectif a-t-il été atteint? Est-ce que ça a été atteint dans les délais préétablis par les personnes ou est-ce qu'on a poussé un peu plus? Et ainsi de suite. Donc, les réponses à ces questions pourront vous aider à préparer le lancement de votre campagne, mais aussi à choisir la plateforme de financement participatif la mieux appropriée. Et enfin, le dernier critère sur lequel je vous dirais de vous pencher pour bien choisir votre plateforme, c'est de comparer le fonctionnement de cette dernière-là. Donc, il est important de comprendre comment les modalités de fonctionnement des différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez partir. Et ça, c'est aussi très important, notamment avec l'aspect financier. Vous aurez des plateformes qui vont fonctionner par la commission prise par le site. Donc, variant vraiment d'un site à l'autre, vous avez par exemple des plateformes comme Hello Asso ou My Money Help, où on va prendre par exemple des commissions à hauteur de 7% de tous les investissements qui ont été faits. Donc, si vous avez fait une campagne, vous avez atteint 50 000 $, ben 7% de cette somme-là va être pris par la plateforme. Vous avez aussi des plateformes comme par exemple Ulule qui ont des taux de commission beaucoup plus bas, qui sont autour de 3 à 4%, qui sont déduits du montant qui a été collecté et ainsi de suite. Également, d'un pays à l'autre, et dépendamment des fonctions ou des lois dans le pays, les commissions vont être aussi très variables en fonction des plateformes. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Par la suite, toujours dans le fonctionnement, vous pouvez aussi regarder les obligations d'atteindre votre objectif pour accéder aux fonds récoltés pour certaines plateformes. Il y a des plateformes qui vont vous dire que si vous n'avez peut-être pas atteint 50-30% de votre somme souhaitée dans les délais que vous avez établis, ben vous ne pouvez pas toucher au fonds ou à la liquidité. Ou peut-être à partir d'une certaine hauteur de somme, ils ne sont pas en mesure de vous le donner cash ou de faire le transfert. Ils vont peut-être échelonner les paiements et ainsi de suite. Donc, c'est aussi à voir et à prendre vraiment le temps de lire vraiment ce qu'on appelle les fine print sur l'ensemble des documents que vous recevez. Par la suite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété au cours de la présentation, c'est l'accompagnement. Donc, dans la mise en place de la campagne de crowdfunding proposée, c'est quoi en
en fait que la plateforme a mis en place pour mieux vous accompagner dans ce développement? Est-ce que ici vous avez la possibilité de communiquer avec un agent, un interlocuteur? Est-ce que vous avez l'accès à des formations en ligne ou accès à une communauté, que ce soit des experts, des anciens lauréats pour vous appuyer? Est-ce qu'ils ont une newsletter pour aider vraiment à apporter plus de visibilité sur les projets qui sont sur la plateforme, ainsi de suite? Donc, c'est aussi très important d'analyser cet aspect-là. Donc, chaque plateforme propose ses propres programmes ou propres services d'accompagnement pour vraiment se rendre très compétitif sur le système. Et bien sûr, la dernière chose, c'est d'analyser les services proposés par ces plateformes-là. Donc, est-ce que vraiment c'est facile de créer votre site sur cette plateforme-là? Est-ce que vous avez la possibilité d'intégrer des outils visuels, par exemple, que ce soit des images, des vidéos, du contenu, vos réseaux sociaux? Est-ce que le parcours utilisateur sur cette plateforme-là est fluide? C'est-à-dire, est-ce que aisément il peut trouver votre page, votre histoire, les informations et tout? Ou est-ce que c'est très complexe et c'est vraiment un imbroglio qui doit naviguer? Ainsi de suite. Donc, en prenant en considération tous ces éléments-là, vous ferez le choix de la meilleure plateforme pour vous aider et ça sera un point vraiment essentiel dans l'établissement de votre stratégie. Ce qui nous permet vraiment de rentrer enfin dans le vif du sujet, c'est la mise en œuvre en fait de votre stratégie à travers les réseaux sociaux. Donc, j'ai essayé de mettre en place, on va dire, un parcours assez complet de comment vous pouvez mettre en place une stratégie efficace pour vous assurer que votre financement participatif ou votre tour de financement soit le plus clair possible et que vous ayez un maximum d'engagement et de visibilité grâce aux plateformes sociales. La première étape, c'est toujours préparer le terrain. Un peu comme ce que j'avais dit précédemment, c'est identifier clairement l'objectif de votre campagne de crowdfunding, le montant dont vous avez besoin et comment vous utiliserez les fonds. Donc, vos objectifs, comme en général, doivent être clairs, à savoir, doivent être smart, pardon, à savoir spécifiques, mesurables, atteignables, raisonnables et temporels. Donc, ça, c'est un travail que vous devriez faire sur votre petit document avant. Et bien sûr, ce travail-là va aussi vous aider dans le choix de la plateforme sur laquelle vous devriez partir. Ce qui nous amène à la deuxième étape, c'est le choix de la plateforme. On en a parlé assez en détail des 5 critères que vous pouvez prendre en considération lors des slides précédents, mais il est toujours important de sélectionner une plateforme de crowdfunding qui correspond à votre projet. Les plateformes les plus populaires qu'on peut retrouver en ce moment, j'en ai assez parlé, il y a Kickstarter, Indiegogo, Ulule, GoFundMe et autres. L'important, c'est de vous assurer que les plateformes que vous choisissez est complémentaires avec les réglementations dans votre pays ou la région dans laquelle vous opérez et aussi les structures légales parce qu'il y a quand même souvent une certaine redevabilité, mais aussi qui fonctionnent en fonction de vos besoins en général. La prochaine étape, c'est la création d'une page convaincante. Lorsque vous connaissez votre plateforme et que vous avez déterminé sur votre bout de papier qu'est-ce que vous devez faire, vous devez rédiger une description en fait de votre campagne. Donc, la description doit être détaillée et attrayante pour votre projet. Idéalement, utilisez des vidéos, des images, des graphiques pour illustrer votre message. Donc, votre page en général sur les plateformes de crowdfunding doit être claire et doit donner le plus d'informations possibles à l'utilisation des fonds récoltés. N'hésitez pas à utiliser l'affect, l'émotionnel, une histoire, un beau point pour vraiment encourager les personnes à venir, tout simplement parce que dans le financement participatif, c'est beaucoup de l'émotionnel que du rationnel. Il y en a très peu qui vont vous demander c'est quoi les fonds, les statistiques, parce que vous essayez de toucher l'humain. Et ici, donc, ça serait intéressant d'avoir une belle histoire, de créer un beau storytelling qui vous appuie. Par la suite, vous devriez mettre en place un calendrier. Donc, lorsque vous êtes sur les plateformes de crowdfunding, on va généralement vous demander la durée de votre campagne. Il faut aussi que cette durée soit pensée de manière très rationnelle. La plupart des projets ou des campagnes sur les plateformes de financement participatif sont entre 30 et 60 jours. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent étaler en fonction du projet. Mais sachez que plus la durée de votre campagne est longue, plus il faudra mettre du contenu intéressant, attractif sur les réseaux sociaux pour vous assurer que là, vous captez l'attention des personnes pour qu'elles viennent et qu'elles soient toujours engagées sur votre produit. Il faut aussi prendre en considération que le temps d'attention des personnes est très lent et que les gens doivent voir votre message environ 7 fois avant vraiment de décider d'interagir avec eux. Donc, prendre tout ça en considération, c'est peut-être bien de prendre une campagne moins longue ou plus courte. Tout dépend de vos besoins et de la somme que vous voulez demander. Est-ce que vous pourriez avoir, je ne sais pas moi, 10 000 $ en 30 jours? C'est une possibilité.
Mais est-ce que vous pourrez avoir 100 000 dollars en 30 jours? Peut-être que ça vous nécessite un petit peu plus de temps, un peu plus de conversation, ou peut-être que vous êtes sûr qu'en 30 jours, vous pouvez avoir la somme, dépendamment de la stratégie que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Mais ça, vraiment, ce sont les premières étapes qui se passent beaucoup plus sur la plateforme. Maintenant, quand on vient en ligne, voilà ce que vous devriez faire. La première étape, c'est de concevoir votre stratégie de communication. Donc, vous avez déjà fait votre travail du premier côté, à savoir sur les plateformes, vous avez set up votre page, vous avez décrit votre produit, tout est bien clair, tout est bien carré. Maintenant, vous voulez communiquer par rapport à votre projet. Ici, il faut vraiment penser à c'est quoi le message fort que vous allez poser. Si vous, par exemple, vendez une marque ou vous-même ou votre entreprise et votre expertise, choisissez l'angle ou l'axe de communication qui peut être le plus intéressant pour vous. Est-ce que pour votre entreprise, vous focalisez beaucoup sur l'autonomisation des femmes, je ne sais pas moi, dans le service de la technologie? Peut-être que votre projet tourne vraiment à s'assurer que les jeunes filles rentrent dans tout ce qui est, prennent confiance à rentrer dans tout ce qui est l'estime. Donc, peut-être le leadership féminin, la place, les sciences, ça peut être ça votre axe de communication, mais vous devrez vraiment créer ces informations-là. Vous devez aussi planifier sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va communiquer, c'est-à-dire où notre audience cible se trouve. Planifier aussi une série de publications pour maintenir l'attention sur votre campagne tout au long de sa durée. Ici, vous devez aussi travailler sur c'est quoi qui vont être nos appels à l'action pour inciter les gens à venir et à contribuer. C'est vraiment établir toute la stratégie de communication. Par la suite, c'est la préparation de vos réseaux sociaux. Donc, dans notre cas précis, on va se focaliser vraiment sur votre stratégie de communication en ligne. Donc, vous allez identifier les réseaux sociaux les mieux adaptés à votre projet. Est-ce que ça va être sur Facebook? Est-ce que ça va être sur Twitter, Instagram, LinkedIn ou même TikTok? Chacune de ces plateformes-là a un public cible qui est précis. Par exemple, TikTok a encore une population très jeune au niveau de sa plateforme. Donc, on parle encore de 13 à 16 ans qui est un public cible majoritaire où vous pouvez descendre de 18 à 25 ans. Quoique quand même, souvent en troisième ligue, on a un public assez âgé qui est dessus. Mais si par exemple, vous cherchez du financement participatif, je proposerais moins d'aller sur TikTok, même si TikTok a beaucoup plus de modes de financement, notamment au travers de ses lives, des tokens qu'on peut faire. C'est peut-être une plateforme que je ne prioriserai pas en fonction du fait vraiment de la jeunesse de son audience, même si ça apporte énormément en visibilité. Sachant que les personnes vont peut-être voir votre contenu sur cette plateforme-là, puis doivent encore faire un travail pour aller sur la plateforme de financement participatif. Ça demande beaucoup d'étapes et de projets, et si on a une population très jeune, c'est très difficile à avoir. Et si vous décidez que vous allez compter dans votre financement participatif sur, par exemple, les dons que les gens peuvent faire sur vos lives, sachez que TikTok prend 40% de ce que vous faites. Donc, ça peut être peut-être moins intéressant pour vous. Mais une plateforme que je trouve très bien pour le financement participatif ou encourager le financement participatif, j'ai vu une très belle campagne qui a été faite dessus, c'était Instagram ou Facebook au travers des lives. Donc, la campagne que j'avais vue, c'était pour une entreprise basée en France. C'était une dame qui voulait ouvrir son propre restaurant qui faisait dans les pâtisseries avec des côtés très afro-centrés, mais vraiment qualitatif, très luxury. Donc, elle a fait une campagne pendant, je pense, à peu près 30 jours sur les réseaux sociaux. Et ça marchait bien à l'époque parce qu'on avait encore l'attention du confinement. C'était vraiment on confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Donc, encore, les gens étaient très actifs sur les lives ou au travers des lives, elle faisait un peu des live talk shows en essayant, en invitant des invités, des personnes. Elle-même venait, présentait les aspects de son projet, présentait comment son projet va l'aider, présentait une partie de son histoire. Il y avait une animatrice un peu comme dans les talk shows qui vous disait on a reçu telle somme, on a fait telle discussion, qui encourageait certaines personnes qui ont fait des financements, qui ont fait des dons ou qui souhaiteraient être intéressés à monter, à partager leur histoire. Il y avait vraiment une sorte de hype et en même temps, ça fonctionnait très bien parce qu'on était en temps de pandémie. Donc, il y avait une attention qui était portée dessus et chaque jour, on avait du nouveau contenu sur le site ou les réseaux sociaux en fait de la campagne. Et il y avait aussi un appui d'une agence experte en communication qui proposait aussi sa plateforme, qui avait quand même une certaine visibilité pour aider en fait à la collecte de fonds. Et ça, par exemple, c'est une très belle analyse et une bonne campagne que j'ai vue sur les réseaux sociaux de crowdfunding.
Quand on continue un petit peu dans notre étape là, lorsqu'on a déterminé nos réseaux sociaux, on a notre stratégie, on a bien choisi la plateforme, c'est maintenant de passer à la création du contenu. Donc, vous devez créer du contenu qui soit engageant, y compris des publications, que ce soit des images, des vidéos, mais l'ensemble doit vraiment tenir au travers d'une histoire. Une histoire qui explique concrètement votre projet, l'impact qu'il aura au sein de sa communauté, parce que généralement, dans le financement participatif, les gens investissent plus dans une idée, un concept, une vision, plus que vraiment dans quelque chose de très mathématique, nombre d'investissements, réussite à long et court terme. Donc, misez beaucoup, par exemple, sur votre valeur, sur votre mission, sur votre impact social pour vraiment engager les gens dans l'ensemble du contenu que vous allez mettre en place. Enfin, mettez l'accent sur l'engagement communautaire. Donc, établissez aussi une petite stratégie pour savoir comment on peut transférer, vous pouvez engager avec votre communauté sur différents aspects. Comme j'ai parlé dans l'exemple de la dame précédente, il y avait un travail énorme qui était fait sur répondre à chacun des commentaires, remercier tous les contributeurs qui leur avaient fait personnellement, encourager au partage de la campagne, aussi bien une création de contenu pour les stories, du contenu sur la page en général, on revient, on fait du matraquage, on parle de l'évolution, on parle de comment ça pourrait nous aider, on parle peut-être sur des projets que nous-mêmes on a déjà mis en place et qui ont été appréciés auprès de la communauté. C'est vraiment de jouer sur cet affect-là. Et si on a par exemple une banque de données de personnes qui ont déjà utilisé nos produits ou services, peut-être avoir ces témoignages-là et les inclure un petit peu dans la conception de notre contenu. Si vous avez un peu d'argent, vous pourrez passer à la prochaine étape, à savoir l'utilisation de la publicité payante. Si vraiment votre budget le permet, vous pourrez ici envisager de dépenser de l'argent pour des publicités très ciblées sur les réseaux sociaux pour atteindre votre public un peu plus large. Donc ça, c'est vraiment si vous avez un budget nécessaire, mais sinon, du bon contenu organique et bien sûr un engagement assez constant avec notre audience et impliquer par exemple aussi des personnes d'influence dans votre projet peuvent vraiment être très utiles et vraiment aider au financement. Assurez-vous de faire des mises à jour quotidiennes. Donc, vraiment, pas forcément quotidiennes, pardon, des mises à jour régulières. Donc, l'objectif, c'est de tenir vos contributeurs informés de l'évolution de la campagne à tous les coups. Donc, ça peut même rentrer dans votre stratégie de contenu. Informez-les des jalons qui ont été atteints lorsque vous atteignez 10%, lorsque vous atteignez 20%, 30%. Leur montrer vraiment qu'ils font une différence et que petit à petit, on arrive à notre projet, on arrive là où on veut et on va atteindre cet objectif-là. Cela renforcera vraiment le sentiment de communauté, de confiance et d'engagement entre les personnes qui font l'investissement sur vous et qui se disent, je suis pas juste un numéro, je suis vraiment un individu, je contribue à quelque chose qui a une valeur sociale pour ma communauté ou qui se lie à mes valeurs et à mes principes de vie. Toujours un petit peu dans la même chose, assurez-vous d'être reconnaissant et de remercier vraiment tous les contributeurs, que ce soit au travers de messages personnalisés, des réponses spéciales ou des remerciements publics. Par exemple, si lorsque vous établissez votre stratégie réseaux sociaux, vous décidez que chaque soir, pendant les 30 ou 60 jours de la campagne, on va faire un live, mais revenir en disant aujourd'hui, on a atteint telle somme, on veut remercier les contributeurs de la journée qui ont été telle personne, telle personne, telle personne. Si ces personnes-là ont peut-être aussi un business ou une initiative auprès de la communauté, vous pouvez leur donner un shout-out en disant merci, par exemple, à Paul. Paul, au passage, pour ceux qui ne le savent pas, un restaurant tel dans la communauté ou une petite boulangerie telle dans la communauté qui a eu tel impact social, qui aide à faire telle chose, ou peut-être Paul est un bénévole de longue date pour tel organisme, on le remercie et il montre encore à tel public cible au travers de cet investissement-là. Ça fait plaisir à Paul. Ça permet aussi aux gens qui connaissent peut-être plus Paul que vous de revenir sur la campagne et de se dire si Paul, qui est ce membre exceptionnel dans la communauté, qui a tellement fait pour moi, investit sur ce projet-là, peut-être qu'il y a aussi un investissement à faire. Et ça peut aussi inciter Paul à faire du bouche à oreille, à parler un petit peu plus de ce projet autour de lui. Et enfin, la dernière étape qui est importante dans toute campagne, c'est à la fin d'analyser nos performances. C'est d'évaluer vraiment notre campagne, identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être plus à améliorer pour les campagnes futures, qu'on ait atteint ou pas notre objectif, faire toujours une évaluation de la stratégie qu'on a mis en place, nous permet de nous ajuster au long terme et les stratégies de financement participatif peuvent se faire à tous les niveaux dans l'établissement et le développement de votre entreprise. Vous pouvez faire une première round quand vous démarrez et peut-être pour vous aider dans le processus de croissance, faire un deuxième round en jouant vraiment sur vos acquis, en améliorant un petit peu la campagne ou en l'adaptant et ainsi de suite. Mais
Voilà un petit peu ce que je vous dirais qui pourrait être intéressant à faire ou à mettre en place dans le cadre de votre stratégie, sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Je sais que je suis peut-être allée un petit peu vite, j'ai de coup donné une notion. Est-ce que vous aurez des questions, des points sur lesquels vous voudriez que je revienne? Diana, je vais juste, Nathalie ici, je vais poser, je vais arrêter l'enregistrement.